Bonjour Bruno. Salut Yann. Bonjour à tous, bienvenue dans la phase B. Aujourd'hui, un épisode consacré à un petit film, mais d'un grand réalisateur. Oui. Blue Chips, réalisé en 1994 par William Friedkin. De quoi parle Blue Chips ? Ça parle d'un entraîneur qui est joué par Nick Nolte, qui est entraîneur d'une équipe de basket universitaire, qui a perdu les 2 dernières saisons, qui est en passe de perdre sa 3e saison consécutive, et qui tient à recruter 3 nouveaux joueurs pour son équipe. Sauf que pour les recruter, il va devoir passer par certaines malversations que jusqu'ici, il avait pourtant évité. Donc c'est un scénar qui est assez classique dans le film de sport, qui est écrit par Ron Shelton, le fameux Ron Shelton, dont Bruno vient de découvrir avec émerveillement la filmographie sur IMDb, puisqu'à chaque titre il disait putain mais c'est lui. Notamment le fameux Dark Blue avec Kurt Russell. Ou le film de boxe avec Woody Harrelson. Ah ouais, ça m'a choqué par contre. Je sais absolument pas sûr que c'était lui qui avait réalisé ce film-là. Tu vois. Mais le plus fameux reste Les Blancs ne savent pas sauter avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. Ouais. C'est toi qui as choisi Blue Chips, qui est un choix qui n'est pas banal pour parler de la filmographie de William Friedkin. Justement. Et c'est pour ça en fait que... D'une part, je l'ai choisi parce qu'effectivement, il se situe à une période qui va être compliquée pour Friedkin. Et c'est aussi la période où Friedkin va beaucoup collaborer pour la télévision. Et à ce moment-là, en fait, c'est vrai que il représente absolument presque plus grand-chose dans l'Hollywood des années 90. Ouais. Parce qu'on peut résumer la carrière de William Friedkin. Il a fait des épisodes de Alfred Hitchcock Présente. Il a fait un documentaire qui lui a valu d'être un peu reconnu, en fait, de sortir un peu des autres réalisateurs. C'était le People vs Paul Crump sur un condamné à mort. Et puis ensuite, il a démarré avec des films qui sont pas très connus, que moi d'ailleurs j'ai pas vu. J'ai vu le 4e film qu'il a fait, c'est Les Garçons de la Bande, qui est adapté d'une pièce de théâtre. Et puis après, il y a eu la grande période dans les années 70 où... Friedkin connaît Serpico, La Guerre des Étoiles, Superman, Roger Rabbit. Non, il a fait French Connection, L'Exorciste. Ouais, non, blague à part, on déconne, mais oui, voilà, c'est une grosse période en fait. Voilà, 70, c'est vraiment le truc qui lui fait. Il fait l'un des films les plus, qui est encore aujourd'hui l'un des plus successful. C'est L'Exorciste. Marqué et marquant. Ouais. Et puis après, il enchaîne les bides. Donc il enchaîne Sorcerer, Tête vide, cherche coffre plein, Deal of the Century. Les limites commerciaux, parce que sur le plan du cinoche, ça reste toujours des films intéressants. En fait, on va en reparler pareil avec Blue Chips. C'est un peu la force de Friedkin, c'est d'arriver toujours à créer des environnements sociaux ou des environnements, des contextes. En fait, certaines habitudes de classe et certaines habitudes de relations sociales. Il arrive à te les rendre crédibles, il arrive à te les rendre palpables. En fait, il crée des vrais personnages, il arrive à te faire croire à ces personnages. Et ça, c'est une des forces de... Et dans le cas de Blue Chips, le personnage de Nick Nolte, lui, en plus de ça, me semble aussi un peu représenter, d'une part, un peu son propre personnage de réalisateur de film. Ouais. Il y a 2 trucs dans Blue Chips, c'est qu'il y a effectivement ce côté passionné, parce que lui est un fan de basket. Je crois même qu'avant même qu'il se lance dans la réalisation de French Connection, il joue au basket. Ouais. Je crois même qu'il était rattaché au rachat d'une franchise, d'une équipe dans les années 70. Alors je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus. Mais... C'est quand tous ces réalisateurs dépensaient leur argent pour autre chose que faire des films. C'était un peu ça le délire. En fait, c'est vrai qu'il aurait... Avant de se lancer effectivement, je crois, dans la réalisation de French Connection, il avait la possibilité effectivement de mettre des parts en fait dans le rachat d'une franchise, d'une grosse équipe de basket, mais j'avoue que je suis incapable de me souvenir laquelle. Bref, toujours est-il que donc voilà, il y a ce côté passionné en fait qui ressort dans Blue Chips pour le côté le jeu du basket, l'amour des joueurs, l'amour du beau jeu. I love this game, comme on dit dans la pub NBA. Et t'as aussi le rapport avec son propre rapport en fait avec le cinéma, qui est interprété par le rôle de Nick Nolte, qui est donc le coach de cette équipe universitaire, et qui va être confronté à la corruption en fait du malin, et qui a aussi en la présence d'un autre joueur qui est promoteur, qui est aussi rattaché à la franchise de l'équipe dans laquelle qu'entraîne Nick Nolte. Et c'est pour ça que j'aime bien ce film, ces 2 aspects là du film qui s'entrechoquent, si tu veux.
Je trouve que ça ramène, et en plus avec des inserts sociaux qui parfois ont l'air de rien, se ramènent en fait par l'intermédiaire d'une ligne ou deux de dialogue, et ça en fait jamais trop en fait. Et c'est ce qu'on disait en fait quand on regardait le film, quand on regardait la fin du film, c'est que voilà, lui il a compris en 1h30 en fait, il sait quoi raconter en fait sur le sujet quoi. Ouais. Et il a pas besoin de faire un film de 2h30 pour raconter, tu vois, c'est hyper épuré. Et, en termes d'intrigue, ça va droit au but. Les séquences s'enchaînent assez rapidement. On t'en fait pas en fait 15 tonnes par exemple sur le fait que l'équipe est en pleine perdition. C'est-à-dire que une fois que tu as admis le fait que ils avaient perdu une fois de plus un championnat, bam, on rentre sur la sélection des nouvelles recrues, et ça va assez vite, même la sélection des nouvelles recrues. Ouais, c'est speed, ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, c'est pas bourré de petites scénettes de séquences de basket, je veux dire de séquences de match, tu vois ce que je veux dire? T'as des films où en fait c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de nous montrer en fait l'équipe qui va gagner, perdre, gagner. Et là, pour le coup, tu vois, t'as assez peu de scènes qui mettent en jeu le jeu en lui-même, le jeu, l'équipe. Ça intervient à 3-4 moments, mais même pas, tu vois, c'est assez. À part évidemment la séquence de fin qui joue évidemment là-dessus, puisque c'est la victoire de l'équipe et qui va amener à une décision fatale pour Nick Nolte. Mais je trouve que ça c'est intéressant, et c'est marrant parce que c'est justement, t'as des films qui jouent là-dessus parce qu'ils ont besoin de ça pour faire vivre le film par son rythme, tu vois ce que je veux dire? Et là en fait on n'a pas besoin de multiplier les marques exactement pour quand même parler du basket, pour faire genre voilà, on ne parle que de ça, ou pour rythmer le film, tu vois, c'est vraiment le sport reste quand même au centre le sport et sa manière de le jouer, le sport et la manière de le représenter même en fait en filmant les matchs, parce que il s'inspire quand même un petit peu de la façon dont la télé retransmet les matchs, et en même temps il trouve des angles et des places où mettre la caméra qui sont pas habituelles en fait. Moi c'est ce que j'aime, c'est effectivement le fait que le film ne tente pas de coller à une certaine façon de filmer en fait le match de basket, et ça reste pourtant hyper immersif. Alors, et pourtant ça intervient effectivement à un moment donné où la carrière en fait de Friedkin va plonger, et t'as pas cet effet télévisuel que certains réalisateurs donc des années 70 dans les années 90 vont un peu se perdre. Je pense notamment à Lumet, où parfois tu vois dans les années 90 c'est vrai que t'avais un côté un peu télévisuel qui ressortait, ou même Frankenheimer, tu vois. Friedkin, je trouve qu'il y a encore un vrai sens en fait de cinéma dans un cadrage qui parfois effectivement est pas forcément des plus jolis, tu vois. Quand je dis le cadrage, je parle pas de la mise en scène, mais le cadrage en fait, l'environnement en fait, n'est pas forcément des plus luxueux. Non, justement, mais il joue avec ça. Ouais, c'est vraiment bien, quoi, tu vois. Le code couleur du décor et de l'équipe. Ouais. Le fait que effectivement il y ait du rouge à chaque fois qu'apparaît le tentateur, donc mais c'est une vraie figure du mal, lui. Bah oui, pour le coup, dans les films de Friedkin, on en a toujours une. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que la figure du mal chez Friedkin, il y a toujours la figure du mal, donc la figure tentatrice, mais on s'aperçoit toujours dans les films de Friedkin que cette figure tentatrice en fait est finalement un mec comme les autres. Quand c'est pas un démon comme dans l'Exorciste, c'est-à-dire généralement il y a toujours une séquence où on le ramène à ce qu'il est, c'est-à-dire c'est la perception des autres personnages, et notamment la perception du héros par rapport à ce personnage de tentateur qui en fait un démon. C'est à ça avec le personnage du faux monnayeur qui est joué par Willem Dafoe dans Police fédérale Los Angeles, où on a l'impression qu'il est il surgit de nulle part, il est intouchable, il a la main mise sur tout, et puis finalement à la fin il se fait flinguer comme le reste par un personnage qui n'avait pas en fait cette fascination morbide. Il n'avait pas la fascination morbide de son partenaire sur le personnage du faux monnayeur. Mais il y a encore une façon d'amener pareil pour le personnage de William Peterson et Willem Dafoe dans Police fédérale Los Angeles, ou même le père Karras et Pazuzu dans L'Exorciste. T'as un moment donné où le héros va, malgré lui, ou pas vraiment malgré lui, mais va plonger en fait dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? Il va basculer à un moment donné pour mieux s'en extirper, tu vois, mais il va basculer à un moment donné. Et c'est ce qui arrive avec le personnage de Nick Nolte, puisqu'il accepte les pots de vin, en fait, il va accepter de la part du promoteur de Happy le fait qu'il va devoir avoir besoin de lui pour pouvoir acheter les joueurs, en fait, pour pouvoir créer son équipe. Et donc il bascule dans ce qu'il a toujours en fait abhorré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, Happy lui explique
qui peut lui fournir de l'argent, qui est complètement blanchi, qui a été blanchi plusieurs fois et qui va pouvoir effectivement soudoyer en fait les gamins pour venir jouer dans son université, pas dans une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement dans tous les films de Friedkin, le héros finit par utiliser les armes de l'ennemi. Et puis de toute façon, le héros est jamais vraiment un héros, parce qu'en fait, le héros est en proie à ses propres doutes. Il doute déjà le personnage de l'entraîneur, il a déjà une affaire qui est louche. Oui, qui est un peu louche, oui. Mais il ne le sait pas, il ne le savait pas. Ouais. On lui fait découvrir qu'effectivement, un de ses jeunes joueurs à l'époque où il était entraîneur a effectivement truqué un match pour pouvoir... donc il ne savait pas. Donc. Mais par exemple... On voit la séquence où l'un des 3 basketteurs qu'il a recruté, l'un des 3 jeunes, celui qui a une mère, donc qui en profite pour avoir une nouvelle maison, avoir un nouveau job. Qui est joué par un vrai joueur de basket qui est Penny Hardaway. Ouais. En fait, d'ailleurs. Et lui vient le voir à un moment donné dans les vestiaires en lui demandant, mais il trouve que l'année universitaire est trop dure, il n'arrivera pas en fait à tenir le choc. Et là, il demande, mais si je pars, est-ce que ma mère va perdre sa maison? Est-ce qu'elle va perdre son emploi? Et la façon dont Friedkin a dépeindre Nick Nolte à ce moment-là, c'est que Nick Nolte veut pas lui répondre et il est en train littéralement de se laver les mains. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il se lave les mains en fait du problème de son poulain, quoi. Il y a plein de petits moments en fait comme ça dans le film où il montre justement la lâcheté et la corruption qui s'installe. Et ça, c'est la grande manière de faire de Friedkin, c'est-à-dire la progression du mal petit à petit qui s'insinue en fait dans toutes les strates soit d'une institution, ici d'une université. On peut penser pareil pour la traque, enfin Cruising, où le personnage du flic en infiltration dans les milieux gay queer finit progressivement par en faire partie. Voilà, il y a Sorcerer, c'est les personnages de Sorcerer qui s'enfoncent petit à petit dans la jungle jusqu'à devenir des fantômes eux-mêmes. Enfin, c'est Blue Chips échappe pas en fait à cette progression, alors que l'attrait du film, en fait, l'esthétique du film est plutôt un film solaire. C'est pas un film qui joue beaucoup la carte de la dépression ou des scènes de nuit où les gens pleurent. C'est assez coloré, c'est assez chouette du point de vue de la photo. Et surtout, il y a un côté c'est assez dynamique et assez drôle. En fait, il y a pas mal de gags, il y a pas mal, même dans l'idée de la corruption. C'est-à-dire que quand justement les financiers qui vont aider l'entraîneur à acheter ses gamins, les cadeaux quand ils arrivent devant la porte, c'est toujours hyper hyper grossière, c'est joué comme c'est présenté comme un gag, quoi. Il y a une ironie pendant tout le film qui enlève, je trouve, un peu de la gravité de l'acte et qui fait que ça aide à pas en faire un pensum sur la corruption dans le... Ah, mais en plus, les atermoiements de Nick Nolte, en fait, quand ils sont mis en scène par Friedkin, c'est vraiment sur des moments parfois juste de silence, un peu pesant, tu sais. Le coup du téléphone, justement, quand tu disais, où il appelle, en fait, finalement, Happy... pour lui faire dire ce que lui ne peut pas dire. Lui ne dit rien et laisse Happy en fait parler et il raccroche le téléphone, tu vois. Il y a assez peu de choses. Quand il rentre dans le vestiaire et qu'il regarde effectivement la cassette où il a vu son joueur truquer un des matchs, ça joue toujours en fait sur une émotion en fait de l'acteur. Ça, à part le speech final de Nick Nolte qui est ultra puissant, mais même dans le speech final, il n'est pas en excité, si tu veux, tu vois. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un côté, il n'y a pas de musique déjà pompière derrière. Il n'y a rien en fait qui intervient qui te permet d'augmenter le pathos en fait, tu vois. Et il n'y a rien qui surligne. C'est ça. Tout est dans l'expression de Nick Nolte, tu vois, la face, les mots choisis sont forts en fait. Tu parlais de Lumette, moi ça m'a fait penser par exemple à la fin du Verdict. Quand Paul Newman fait son speech devant les jurés, il a pareil, c'est la même sobriété dans la façon de présenter le speech final de Nick Nolte. L'autre caractéristique des films de Friedkin qu'on retrouve, c'est les inserts, on va dire, avec des gros guillemets, documentaires. Parce que Friedkin vient du documentaire, il vient de la télévision, et puis il aime bien insérer ou des personnages réels. Par exemple, dans French Connection, il y avait les 2 flics dont s'inspirait Gene Hackman et Roy Scheider, qui jouaient un autre couple de flics dans le film. Je crois même qu'il joue un des chefs en fait. Le vrai Popeye joue le chef en fait.
de Gene Hackman. Ouais. Dans Cruising, il y a effectivement un vrai bar gay cuir. Dans l'Exorciste, il y a le vrai diable. Il y a le vrai diable. Il y a d'ailleurs un vrai tueur en série dans l'Exorciste. Puisqu'il y a un des mecs qui joue un des infirmiers de Reagan dans l'Exorciste. En fait, on a appris plus tard que c'est un tueur en série à New York. Et dont il parle dans le documentaire justement sur Cruising. Ouais, il aime bien en fait mêler des effets de réel en fait à sa mise en scène. Et là, il se sert par exemple donc tu parlais d'un joueur de la NBA, mais il y en a deux. Il y a aussi Shaquille O'Neal. Et t'as l'intervention de Larry Bird. T'as un vrai coach, Bobby Knight. Et le vrai coach, avec la vraie équipe en fait d'Indiana qui joue contre l'équipe. Et d'ailleurs, tu me disais que dans le tournage du match final de Blue Chips, c'est pas passé sans heure. Et oui, parce que lorsqu'ils ont tourné cette séquence, en fait, Bobby Knight, donc qui est dans le film le coach l'autre coach, le coach adverse, ne voulait absolument pas perdre le match, quoi qu'il en coûte du film. Même si le match était faux. Donc même si le match était faux. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, son équipe d'Indiana, en fait, joue réellement. Alors certes, pour lui, c'est un film, mais c'était un vrai match de basket. Et en l'occurrence, je pense, et ça c'est toute mon interprétation, mais au-delà du fait que la réalisation de Friedkin soit excellente dans le filmage de toute la séquence du match, et notamment le match de fin, mais je trouve que cette authenticité du match dans la séquence finale, ça doit certainement pas être innocent du fait que Bobby Knight justement n'ait pas voulu en fait perdre réellement le match, et à tel point que il y a vraiment en fait des moments pris sur le vif où la caméra en fait s'approche de Bobby Knight, où Bobby Knight donne en fait des instructions de jeu. C'est terrible, mais c'est marquant de vérité, quoi. Tu sens vraiment que le mec, il est là, il a vraiment donné des purs trucs, tu vois, des pures phases de jeu pour ne pas perdre de match. C'est impressionnant à avoir. Moi, j'ai adoré. Je trouve vraiment ce côté-là, c'est sans chichi, tu vois, et tout. Et t'es dans une phase d'immersion de jeu, mais totale. Et je pense que vraiment, le fait que Bobby Knight n'ait pas voulu perdre le match réellement, alors évidemment, il a été perdu à la fin. Mais même, tu sais, même quand Nick Nolte, en fait, est soulagé de voir Shaq, en fait, marquer le dernier point, tu sais, il s'assoit, t'as l'impression qu'en fait, c'est vrai, quoi, tu vois. Il s'est dit, putain, il va nous niquer le film. En fait, heureusement, tu vois, à la fin, le match, en fait, c'est des rôles en temps réel et ils ont vraiment marqué. C'est génial. Le match de fin, même si on n'évite pas le fameux point final au ralenti, le point gagnant au ralenti, qui arrive dans les 5 dernières secondes. Mais toute l'intensité du jeu, elle est vraiment surpuissante. J'adore ce moment-là. Mais c'est aussi à mettre au crédit du film d'utiliser ce cliché-là, mais en fait de le détourner de sa valeur, parce que à ce moment du film, la valeur habituelle de la victoire 5 secondes avant le coup de sifflet final, c'est généralement de faire un soulagement en fait pour le spectateur. Oui. Et là, t'as pas le soulagement qui opère, parce que en fait, tu sais déjà que Nick Nolte, il s'est pris un gros coup sur la tête en voyant la cassette de son ancien poulain qui a truqué un match. Et du coup, le spectateur, il est mis dans une position où il veut pas tellement que le match s'arrête. Donc le coup de sifflet final, c'est une libération pour les joueurs parce qu'ils ont gagné. Mais tu sais que ça devient un nouveau poids pour le héros en fait. Tu vois, et c'est ce qui va arriver. Ce que je trouve aussi fort, c'est que dans un film habituel, donc cette histoire de corruption d'un entraîneur, en fait, cette histoire de corruption progressive d'un entraîneur qui va à l'encontre en fait des principes qu'il n'arrête pas de proférer, généralement, c'est une personne extérieure qui vient lui faire la morale. Donc là, il y a un peu le coup de l'ex-femme, mais il le joue pareil, il le joue sur un mode mineur. Il nous en fait pas 3 tonnes avec l'ex-femme. D'ailleurs, en plus, je trouve que tous les passages entre eux sont vraiment super bien. On sent, il arrive vraiment à montrer une vraie complicité, et puis le fait que le mariage soit fini, mais qu'il y a encore des sentiments entre eux, c'est assez subtil, c'est assez bien joué, et il ne fait pas du personnage féminin justement le pivot moral elle le reprend sur certaines choses, mais elle le reprend sur certains points où en fait il a déjà réfléchi. Le personnage, tu sens qu'il a déjà réfléchi. Oui, elle n'est pas le détonateur en fait de son cas moral en fait. Ce qui est intéressant, c'est que de la même façon,
tu as 2 journalistes qui enquêtent sur cette affaire de corruption, qui sont des journalistes qui croisent toujours l'entraîneur lors des conférences de presse et en fait lui posent toujours des questions un peu compliquées. Et on sent qu'il y a une espèce d'animosité, mais en même temps une espèce de respect. En fait, il y a le même genre de personnage dans L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone avec Al Pacino et John C. McClane. Mais là, dans Blue Chips, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête des 2 journalistes sert simplement à expliquer des points d'intrigue et à montrer que en fait, personne n'est vraiment dupe de ce qui est en train de se passer, sauf que il n'y a pas de demande d'ultimatum en fait, de la part des journalistes. Ils ne vont pas voir l'entraîneur en disant il faut absolument que tu avoues, sinon on balance demain dans le... Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de grosses révélations. En fait, l'entraîneur avoue devant ses pairs, devant la conférence de presse, simplement par rapport à ses propres convictions. Et pas mis au pied du mur par les journalistes. Oui, d'ailleurs, parce qu'ils sont occultés, en fait, le restant du film, ils sont mis de côté, on les voit pas, tu vois. La fin et du film... je dirais même qu'ils jouent vraiment leur rôle de journaliste. C'est-à-dire que, effectivement, ils vont mettre le nez, en fait, dans des affaires qu'ils vont trouver louches, ils vont disparaître à un moment donné du film, et pour réapparaître au moment où, justement, on les attend. C'est à la conférence de presse qu'on les attend, et pas ailleurs, tu vois. Et du coup, Friedkin, il montre que c'est pas un problème de personne, c'est carrément un problème de système. C'est là où c'est fort. C'est qu'il montre que, en gros, c'est tout le système qui est biaisé. Parce que même si les journalistes enquêtent sur cette affaire de corruption, finalement, cette affaire de corruption, elle arrange tout le monde, puisqu'il gagne son championnat et il rapporte la coupe à l'université grâce à cette corruption. Et on montre que... Donc, on parlait de la séquence où... Nick Nolte se lave les mains pendant que son poulain lui explique les problèmes qu'il a, ses problèmes de conscience. Mais c'est la même chose avec le doyen de l'université qui veut absolument pas savoir comment on recrute et les joueurs de basket et les joueurs de football et tout ce qui l'intéresse, c'est que son équipe remporte le championnat et puis que ça mette en valeur son université. Donc en fait, tout le monde est bien content qui est cette corruption à plusieurs niveaux. Et c'est ce que démontre Friedkin, et la force de sa démonstration, je trouve, elle vient du fait que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il explique un point de ce système corrompu, il s'appesantit pas dessus et il en fait pas 3 tonnes. C'est-à-dire qu'il le démontre d'une façon qui est hyper sèche, avec une pointe d'ironie, et on passe directement à une autre... chaque séquence amène une autre idée. En fait, c'est la rapidité et la concision dans son style, et le fait justement qu'il mélange ses effets de réel et qu'il mélange cette connaissance qu'il a du basket, qui fait qu'en fait le film il est hyper efficace de ce point de vue-là. C'est jamais lourd, c'est jamais sentencieux, c'est toujours... ce dont ça parle, c'est important. En fait, on peut juger que c'est... T'as pas trouvé qu'en fait, justement, moi, c'est l'impression que ça m'a fait à la dernière image. C'est le type de sujet qui semble parfaitement, en fait, collé à des sujets de sport comme la boxe, tu vois. Peut-être t'as aucun problème à en parler, tu vois, de ce genre de corruption-là dans la boxe. C'est parfois même le cœur de sujet de pas mal de films de boxe. Et pour autant, dans un film de basket, c'était assez inédit. À mon avis, c'est certainement la première fois en fait, qu'on aborde justement la corruption du jeu et d'un jeu aussi populaire que le basket en fait, à l'époque aux USA. Parce que l'idée aussi, c'est de montrer, c'est dans la séquence de fin où tu reviens sur un terrain de jeu avec des gosses, et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien mis en valeur en fait pendant tout le film, c'est que ces joueurs, ils sont à peine sortis de l'adolescence, quoi. Enfin, c'est une critique de ce système-là, de toute façon. Il y a le fait qu'en fait, il arrive toujours à montrer que c'est des grands enfants, quoi. La séquence, c'est pas anodin. Si la séquence où Nick Nolte présente à son ex-femme Shaquille O'Neal, ça se passe dans une classe de maternelle, quoi. On le montre à un moment donné au milieu des gamins. Il y a plein de séquences comme ça. Le poids des parents dans les sélections des 2 autres poulains. Mais le film, c'est marrant parce que le film est assez peu cité justement quand on parle de films sur le sport. On vient assez peu à parler de Blue Chips, alors qu'il est pourtant porteur justement de tout ce qu'on pourrait espérer de morale en fait dans le sport. Et à tel point que on t'évoquait tout à l'heure l'Enfer du dimanche, et puis
bon, on voit quand même des accointances entre Blue Chips et l'enfer du dimanche. C'est quasiment la même intrigue. T'as à peu près le même truc, tu vois. À tel point qu'aujourd'hui, le discours d'Al Pacino, quand il est avec son équipe et qu'il les harangue en fait pour le match final, en fait, ce discours est réutilisé aujourd'hui par des coachs de football, machin et tout. Alors que je me dis que, tu vois, le discours de Nick Nolte, tu vois, est tellement plus puissant, en fait, tu vois, sur le principe même du sport que celui de Pacino. Parce que Oliver Stone, il a fait ce qu'il fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il fait semblant de dénoncer un truc et puis finalement, il retombe dans les travers qui dénonce. Mais ça, c'est parce que Oliver Stone, c'est un réalisateur qui est nettement moins bon que William Friedkin. Tu parlais justement du discours du coach. Franchement, l'ouverture de Blue Chips, elle est mortelle, elle est mémorable. Où il vient 3 fois engueuler son équipe et il n'arrête pas de sortir et de claquer la porte et de revenir. C'est hyper rythmé, ça te présente le personnage et puis en plus c'est super drôle. Parce que quand il revient la 3e fois, ça montre la gravité en même temps de la situation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À la fois ça montre la gravité de la situation et à la fois ça la prend pas trop au sérieux de façon à ce que tu t'arrives quand même il y a un équilibre qui est vraiment bien dosé dans le film, quoi. Et dans l'enfer du dimanche, comment dire, ce qui a été encensé aussi, c'était le montage. Le montage, c'était cette espèce de montage complètement hystérique. Qui est bien, moi j'aime bien encore l'enfer du dimanche, je trouve que c'est un des meilleurs films de Stone, quoi, clairement. Mais tu vois, cette énergie dans le montage, tu le retrouves déjà chez Friedkin dans mais il n'avait pas besoin des effets psychotroniques de Stone, quoi, tu vois. Il a juste besoin de monter ces séquences. Même dans les cadrages, t'as des fameux, les fameux Dutch Angle qui chez d'autres réalisateurs en fait tu comprends pas pourquoi le mec a fait ça. Là tu vois chez Friedkin, en fait, c'est à chaque fois que les personnages sont déstabilisés, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui... Quand Happy en fait il avait quasiment les yeux, tu sais, hyper maléfique et tout, et t'as un Dutch Angle sur lui avec une espèce d'ombre et ça rappelle un des cadrages de l'enfer du devoir. Je crois que c'est Tommy Lee Jones ou c'est pendant la scène de procès où c'est Tommy Lee Jones autre grand film effectivement. Et là franchement tu vois, je me dis t'as le mec il gère c'est ce qu'on disait pareil avec les travelling là qui foncent, la caméra qui fonce sur les personnages, les zooms et tout là. Personne d'autre arrive à les placer au bon moment comme ça. C'est des petits effets comme ça qui te mettent vraiment qui mettent la patate, quoi. Non mais le film il est vraiment speed, quoi. J'avais regardé le nom des monteurs pour voir si est-ce que le style de montage qu'ils utilisent vient plutôt des monteurs, mais je pense que c'est vraiment Friedkin qui pousse le montage parce que c'est le même genre de montage qu'on retrouve dans Police Fédérale Los Angeles ou effectivement dans l'enfer du devoir où c'est un mec Friedkin qui arrive à faire, comment dire, il a toujours une base assez solide dans ses films où ses films sont toujours sur une base classique vraiment très forte et en fait il se permet de faire dérailler son film en même temps que les personnages déraillent. T'es toujours dans la tête du protagoniste principal et sa réal est pas justement tape à l'œil constamment. C'est-à-dire qu'il sait gérer vraiment les moments où il va te mettre les nerfs, en fait. Et ça reste un de mes réels chouchous, quoi. Et Blue Chips, comme tu disais, ça vient vraiment dans une période, les années 90, où on peut dire que même à l'époque, même les défenseurs de Friedkin, donc qui l'avaient suivi pendant toutes les années 80, ont complètement lâché parce que moi je me souviens de la sortie justement de Blue Chips, c'est complètement passé inaperçu, quoi. Alors que ça intervenait à un moment où la NBA était à peu près, c'était le produit marketing par excellence en Europe ou ailleurs, tu vois. C'est peut-être ce qui a fait justement ce qui a causé un peu l'échec du film, qui est que on était à une période d'âge d'or entre guillemets et que ça en dénonçait justement certains travers. Et que ça dénonçait exactement tous les travers mais c'est vrai je trouve que ça en fait un film pivot dans ce sujet-là, vraiment. On parlait de l'enfer du dimanche, puis je te disais il y avait il y a une série sur le football américain qui s'appelle Ballers avec Dwayne Johnson, et la dernière saison en fait en plus d'évoquer les sports extrêmes en fait prend aussi place dans le sport universitaire. Et le personnage de Dwayne Johnson qui est un agent de joueur, donc va recruter pareil un petit mec et tout, et tu as ce même rapport en fait avec les entrepreneurs, c'est-à-dire donc les investisseurs d'équipes de football universitaire, les dirigeants, et donc les petites gens entre guillemets, tu vois, ceux qui vont devoir en fait essayer de se dresser justement contre une institution qui est gangrénée en fait jusqu'à l'os. Et c'est
dans l'Enfer du dimanche, j'allais dire, dans Blue Chips, c'est remarquable. Ouais. Et à tel point qu'effectivement, comme on disait, moi je trouve que tu peux quasiment faire le parallèle avec la façon dont Friedkin a été perçu en fait à Hollywood à ce moment-là, tu vois, son rapport avec les producteurs. Je veux dire, quand Nick Nolte s'engueule avec Happy, tu vois, c'est vraiment. Oui, tu sens que ça a été des discussions qu'il a eues avec les studios. Exactement. Et avec les. C'est mortel, c'est vraiment super. Moi, et effectivement, pour peu, le truc n'est pas cité alors que. Il y a eu quelques années plus tard Spike Lee avec Good Game, qui reprend aussi pas mal d'idées de Blue Chips, notamment sur lui il prend effectivement l'angle social et forcément l'angle racial sur justement sur le parcours justement d'un jeune basketteur à l'université, qui entre à l'université parce que c'est un super joueur de basket. Mais il y a aussi ce côté corruption où en fait on lui explique la séquence est quasiment la même que dans Blue Chips quand on lui fait visiter l'université, et où en fait il traverse le campus et toutes les nanas le regardent. Ça t'as ça dans Blue Chips. On l'emmène sur le terrain de basket qui est éteint et on allume les lumières, on lance la musique et on prononce son nom, et puis on met des faux applaudissements qui résonnent dans tout le terrain, et c'est ça lui donne déjà l'impression d'être une star. T'as la même séquence dans I Got Game, donc même ce film de Spike Lee reprend des idées que tu avais déjà dans Blue Chips et arrive quelques années plus tard. Bien plus tard, ouais. Donc Blue Chips, un beau petit film. Un film à découvrir si vous l'avez pas fait. Grand petit film en fait. Parce que pour même le coup, de dire que c'est un film mineur, c'est un peu. C'est péjoratif de le dire. Je suis d'accord. C'est un petit film dans le sens où effectivement il n'a pas fait beaucoup parler de lui. Et si on regarde par exemple sur la fiche Wikipédia de William Friedkin, quand il parle de toute sa carrière, ils oublient de parler de Blue Chips. Mais le truc, c'est qu'il est coincé entre la nurse et Jade. Quoi. Et Jade, que j'aime beaucoup, Jade, mais c'est tendu aussi. Je crois que j'aimais tout. Ouais. Écrit quand même par Joe Esteras, le scénariste star de Basic Instinct. Sliver. Il a écrit que des merdes, parce que même moi qui suis grand fan de Paul Verhoeven, j'aime pas beaucoup Basic Instinct. Mais Jade, ça reste grâce à Friedkin, ça reste ce qu'il a fait de plus regardable. Mais ouais, on regarde là sa filmo dans les années 90. Il y a également un épisode des Contes de la Crypte qu'il a fait à l'époque. Et puis et puis après il va quand même nous faire deux petites bombes au début des années 2000 avec L'Enfer du Devoir et Traqué. Toi t'aimes beaucoup Bug. Ouais, Bug j'aimais. Ouais. Bug c'est pas mal, ouais. Et moi j'avais vu les 2 épisodes des Experts qu'il a fait. D'accord. Voilà. Et qui sont sympas à regarder. Okay. Voilà. Prochain épisode de. Cette fois-ci c'est ton tour. C'est mon tour de choisir. Alors là, si je te prends dépourvu, je vais dire 14 Hours de Michael Bay. Mais pour éviter qu'on se tape dessus, on va peut-être faire d'abord Veracruz de Robert Aldrich. Ouais. On va aller dans l'enterrement dans l'enterrement en première classe du western classique, donc avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Dans Veracruz de Robert Aldrich. Et puis après, on fera 14 Hours de Michael Bay. Grand film humaniste. Ouais. Un film qui rassemble. Et ça sera dans des prochains épisodes de la phase B. Merci à tous et à la prochaine. À bientôt. Salut.